Ce balado vous est offert par l'Université de Montréal. Bonjour. Dans le cadre des rencontres du Centre d'études de religion de l'Université de Montréal, nous avons aujourd'hui le plaisir de nous entretenir avec la professeure Géraldine Mossière. Vous êtes anthropologue spécialisée en anthropologie de la religion et les sujets liés à la diversité religieuse dans les sociétés sécularisées. Parlez-nous de votre parcours. Bon, j'ai commencé mes recherches en anthropologie il y a plusieurs années. Je me suis rapidement intéressée à tout ce qui concerne l'anthropologie de la religion, en particulier la question du rituel. Donc j'ai commencé à examiner des rituels, en particulier pentecôtistes, et dans ce cadre-là, je me suis intéressée aux églises pentecôtistes. À Montréal, il y a beaucoup d'églises pentecôtistes qui sont constituées par des immigrants d'origine latino-américaine, d'origine africaine, d'origine philippine. Je me suis spécialisée surtout dans les églises d'immigrants d'origine africaine, les églises pentecôtistes d'immigrants d'origine africaine, où j'ai commencé à étudier les rituels. Et progressivement, je me suis rendu compte que la problématique la plus saillante dans ces églises, c'était le rôle qu'elles avaient dans la trajectoire migratoire de leurs membres. Donc je me suis orientée progressivement plutôt, sur la dynamique migration-religion, ce qui constitue un de mes axes de recherche principaux à l'heure actuelle, donc religion-migration. Et ce qui m'a amené à participer à un projet de recherche de plus grande envergure, un projet de recherche d'équipe, l'équipe du groupe de recherche diversité urbaine, qui mène un projet de recherche sur le pluralisme religieux au Québec depuis 2006, un projet financé par les grands organismes subventionnaires canadiens et québécois. Et dans le cadre de ce projet, on s'intéresse à documenter la diversité religieuse qui existe au Québec, enfin qui est apparue suite à la Révolution tranquille. Donc autant la diversité qui a été importée par les immigrants que les nouvelles pratiques religieuses des Québécois dits de souche, des Québécois qui continuent à s'identifier au catholicisme tout en adoptant une variété de pratiques. Bon, ça c'est un volet de mes recherches. Un autre volet de mes recherches est davantage centré sur la question de la conversion. En particulier, j'avais commencé à m'intéresser à la question de la conversion déjà dans les églises pentecôtistes. J'avais observé qu'il existait beaucoup d'Haïtiens en fait, d'origine catholique qui s'étaient convertis au pentecôtisme. Et la thématique de la conversion dans le christianisme de façon générale est quand même assez centrale. Et au moment où j'ai commencé à me focaliser sur cette question de la conversion, les événements de septembre 2001 ont réorienté un petit peu mes intérêts vers la conversion à l'islam, puisque paradoxalement, suite à ces événements, on a observé une augmentation du nombre de conversions à l'islam, et principalement auprès des femmes. Donc j'ai trouvé là qu'il y avait une dynamique intéressante à explorer, c'est-à-dire comment expliquer que des femmes qui appartiennent au groupe dominant, donc au Québec, des femmes d'origine, des femmes catholiques, enfin de confession catholique, d'identité catholique, décident d'adopter une religion qui les place à la marge de la société, une religion qui est stigmatisée, et qui, en plus, est présentée de façon assez défavorable à la cause féminine. Alors, c'était vraiment une problématique qui m'a animée pendant plusieurs années, en fait, qui a fait l'objet de ma thèse de doctorat. Mais justement, votre ouvrage à paraître prochainement portera un titre fort intéressant. Femmes converties à l'islam en France et au Québec. Tout à fait. Effectivement, c'est un ouvrage qui est donc tiré de la thèse que j'ai défendue il y a 2 ans et demi à peu près, et qui donc traite de cette problématique de comment expliquer que des femmes choisissent cette religion qui les amène dans un groupe qui est stigmatisé. Donc j'ai choisi de faire une comparaison entre la France et le Québec en partant de l'hypothèse que le geste de conversion, en particulier à l'islam, a une signification différente selon le contexte
dans lequel ce geste est porté. Donc j'ai choisi de faire cette comparaison-là, mais en fait, il y a beaucoup de similitudes entre les trajectoires de conversion que j'ai pu documenter en France et au Québec. C'est une recherche donc ethnographique que j'ai menée en 2008. Donc je me suis rendue en France, j'ai commencé par la France, j'ai mené des entrevues avec une quarantaine de femmes converties à Paris, donc dans la capitale, mais aussi en province. J'ai aussi rencontré des agents de conversion, comme on les appelle, c'est-à-dire des imams, des personnes qui ont un petit peu accompagné ces convertis-là dans leur trajectoire. Et puis j'ai fait un petit peu le même procédé méthodologique ici au Québec, où j'ai rencontré à peu près le même nombre de femmes. Donc essentiellement, je les ai rencontrées, j'ai fait des entrevues. J'ai fait quelques observations de cours qu'elles pouvaient suivre dans des mosquées, des cours qui sont spécialement organisés pour encadrer ces femmes et leur apprendre les rudiments de l'islam, autant au niveau cognitif, c'est-à-dire la vie de Mahomet, qu'au niveau des pratiques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on prie, comment est-ce qu'on fait les 5 prières, la gestuelle corporelle, etc. Et qu'est-ce que c'est qui pousse ces femmes à cette conversion à l'islam? Alors, bon, c'est intéressant, cette question que l'on pose tout le temps. Quelles sont les causes? J'avoue que moi, ce qui m'intéressait davantage, c'est moins les causes que la trajectoire de conversion. C'est-à-dire, comment est-ce que, quand on a été socialisé dans un certain environnement, avec certaines valeurs, avec certaines pratiques sociales, un certain habitus corporel, comment est-ce qu'on change? Et qu'on adopte une autre façon de vivre, d'autres pratiques sociales, personnelles, voire intimes, hein, même au niveau de l'hygiène, les ablutions, etc., se font différemment que dans le christianisme, évidemment. Mais effectivement, au fur et à mesure de mes entrevues, j'ai aussi pu mieux comprendre ce qui peut pousser ces femmes-là à adopter cette religion. Il y a différentes catégories, il y a différents types. On ne peut pas parler d'une catégorie ou de, comment dire, on ne peut pas mettre toutes les converties à l'islam dans la même trajectoire. Il y a autant de trajectoires de conversion et de motifs de conversion qu'il y a de convertis. Bon, les auteurs sur la conversion ont vraiment identifié plusieurs modèles. J'adhère à certains de ces modèles. Il y a des conversions qui sont plus ce qu'on pourrait appeler relationnelles, c'est-à-dire des femmes qui ont rencontré quelqu'un, parfois un amoureux, et de cette façon-là, elles ont découvert l'islam. Après, il y a plus des conversions dites rationnelles, des femmes qui, suite à la publicité qui a été faite autour de l'islam après les événements du 11 septembre 2001, qui se sont vraiment intéressées à ce que c'est que l'islam, qui se sont vraiment documentées et qui se sont retrouvées dans cette religion, et c'est intéressant leur discours parce qu'elles établissent une continuité avec leur identité chrétienne. Elles vont dire finalement l'islam c'est juste la suite du christianisme, ils ont juste un prophète en plus que dans le christianisme on ne reconnaît pas. Donc pour elles la conversion n'est pas cette rupture que nous pouvons concevoir dans la philosophie judéo-chrétienne. On conçoit la conversion comme vraiment une rupture entre un avant, un après, un avant dans lequel on était dans le péché et un après dans lequel on est sauvé. Et auprès de ces femmes qui ont choisi l'islam, j'ai davantage trouvé une forme de continuité identitaire. Pour elles, le fait d'adopter l'islam se situait vraiment dans leur trajectoire, il n'y avait pas de rupture, et c'était une chose qui était difficile à expliquer pour elles, à leurs parents, qui, en général, de façon plus générale, on pourrait dire l'entourage, qui conçoit l'islam de façon très stigmatisante comme l'altérité radicale. Alors, bon, évidemment, la conversion à l'islam engendre toute une dynamique dans les rapports avec l'entourage, autant avec la famille d'origine, avec le milieu de travail, avec la société d'origine, qu'avec aussi le groupe qu'on adopte. C'est-à-dire avec les musulmans de naissance. Les femmes que j'ai rencontrées fréquentaient essentiellement des musulmans d'origine maghrébine. Donc il y avait vraiment des rapports sociaux, parfois des rapports de pouvoir qui étaient difficiles à gérer et qui finalement faisaient que ces femmes se sentaient un peu dans l'entre-deux, entre l'identité musulmane et en même temps l'identité française ou québécoise. Et d'ailleurs elles se réclament de ces deux identités,
sont peut-être musulmans et québécois ou musulmans et français. Et pourquoi faire une comparaison entre la France et le Québec? Oui, comme je le disais, je pense que le geste de conversion porte une signification différente selon le contexte dans lequel on le porte. Le contexte en termes politiques, c'est-à-dire comment est-ce que le religieux est géré au Québec, comment est-ce qu'il est géré en France, mais même de façon plus globale, la façon dont la société est structurée. La structure sociale en France est beaucoup plus hiérarchisée que celle de la société québécoise. Et j'ai pu observer notamment qu'en France, les convertis, il existe vraiment un phénomène qui est davantage concentré dans les banlieues françaises, donc ces zones périphériques aux grandes villes où cohabitent des populations françaises dites de souche qui sont plutôt défavorisées et des populations immigrantes d'origine maghrébine. Et donc c'est dans ces zones périphériques, dans ces zones de la marge en fait de la société que j'ai pu observer ces conversions, tandis qu'au Québec, les conversions à l'islam étaient davantage diffusées au sein de différentes catégories de la population. Et une des hypothèses que j'avais soulevées était que pour les Québécoises converties à l'islam, le fait d'adopter l'islam constitue une forme de cosmopolitisme, une forme d'attitude d'ouverture à l'autre, dans un contexte où l'islam et les populations musulmanes de façon générale sont beaucoup moins stigmatisées qu'en France, où il y a une longue histoire de colonisation, d'amour-haine avec le Maghreb en particulier, qui fait que la conversion à l'islam est davantage chargée politiquement. Et on le voit d'ailleurs dans les relations sociales que les convertis entretiennent suite à leur adoption de l'islam. C'est des relations beaucoup plus conflictuelles avec la famille, et la plupart vont même se retirer en fait de l'espace public quand elles en ont la possibilité et les moyens. Elles vont éviter de travailler par exemple, pour ne pas avoir à gérer le fait de devoir enlever le voile dans leur espace de travail. C'est des choses qu'on observe moins au Québec, même si la problématique tend à être importée, et même si cette hypothèse de cosmopolitisme pourrait être nuancée à l'heure actuelle dans le contexte des débats sur les accommodements raisonnables, etc., qu'on connaît. Donc, c'est des différences remarquables entre les deux pays. Tout à fait, tout à fait. Même si il existe quand même des points communs et je dirais même qui débordent le contexte québécois et français, qu'on a pu documenter dans d'autres contextes européens et même dans des contextes de pays musulmans, de tradition musulmane. C'est que la conversion à l'islam est un phénomène générationnel. La plupart des femmes que j'ai rencontrées étaient dans la trentaine. J'en ai rencontré aussi des plus âgés, effectivement, mais il semble y avoir un phénomène générationnel de retour aux religieux qu'on observe aussi dans les pays de tradition musulmane, où les jeunes générations ont tendance à revenir aux religieux, mais en réinterprétant l'islam d'une autre façon, en essayant d'adopter un islam plus universel qui serait débarrassé, entre guillemets, des influences culturelles. Et cet islam-là est davantage, on pourrait dire, réformateur, voire d'une certaine façon féministe. C'est un petit peu l'hypothèse que je soutiens également, c'est que ces convertis à l'islam, en adoptant cette religion, s'engagent dans un processus de constitution du soi, un processus réflexif, de constitution d'un sujet pieux. Elles se constituent en sujet pieux, elles ont une grande pratique de dévotion, excusez-moi, pas de dévotion, mais de grandes pratiques religieuses, prières 5 fois par jour, qu'elles respectent vraiment de façon très rigoureuse, parfois plus zélée que les musulmans de naissance eux-mêmes. Et en adoptant ces pratiques de prière, ces pratiques vestimentaires, un ensemble de pratiques qui se donnent à voir sur le corps, mais aussi dans les relations sociales, elles se construisent en fait, comme je disais, en tant que sujet pieux, mais aussi en tant que sujet féminin. Et c'est très intéressant de relever leur discours par rapport à la figure féminine que je qualifie
nouvelles vagues de féminisme. Ce discours se situe vraiment en porte-à-faux avec le féminisme des années 70 qu'on connaît, qui revendique vraiment une égalité entre l'homme et la femme, et notamment le droit pour la femme de rentrer sur le marché du travail, dans l'espace public, d'avoir un rôle dans l'espace public. Pour ces femmes-là, ce féminisme-là a en fait rendu la femme plus esclave de son environnement et l'a un petit peu éloignée de son ontologie en fait. Et en adhérant à l'islam, elles adhèrent aussi à des modèles relativement conservateurs au niveau des rapports de genre, rapports hommes-femmes, mais aussi au niveau des rapports familiaux. Et ce qui pour nous, non-musulmans, parfois athées ou en tout cas sécularisés, apparaît comme conservateur, est conçu par elle comme relativement libérateur. C'est-à-dire qu'en adhérant à l'islam, elles adhèrent à une idéologie qui valorise la femme dans son statut de mère et dans son statut d'épouse. Et selon elle, cette valorisation représente un vrai féminisme. Deux questions qui viennent à l'esprit. Quels sont les rapports de ces femmes avec leur famille, mais aussi quels sont les rapports de ces femmes nouvellement converties avec le musulman d'origine? Alors c'est là qu'on voit encore la différence entre le contexte québécois et le contexte français. En France, la conversion est généralement assez mal reçue par la famille et la conversion peut aboutir même à des ruptures avec la famille, ce qui situe les femmes converties dans des dilemmes vraiment profonds, puisque d'un côté, dans l'islam, on est tenu de respecter ses parents, tenu de respecter sa famille, mais en même temps, elle se retrouve dans un contexte où la famille en question souhaite les éloigner de l'islam. Donc elles sont vraiment dans un dilemme très difficile à vivre pour elles. Au Québec, la réaction des familles est différente, c'est plus de la surprise, de l'étonnement et beaucoup de stéréotypes autour de l'islam. En fait, une certaine ignorance de l'islam qui fait que les convertis vont se doter, s'attribuer un rôle de médiateur. Elles se donnent la mission en fait de sensibiliser, d'éduquer, d'informer leur famille, mais de façon plus générale la société québécoise à ce que c'est que l'islam. Parce que selon elles, il y a beaucoup de stéréotypes et de désinformations qui sont véhiculées dans les médias au sujet de l'islam. Donc les relations sont beaucoup moins tendues qu'en France, même si la conversion n'est pas souhaitée, elle est souvent vécue comme un rejet de l'identité québécoise, de l'identité transmise aussi par la famille. Donc à ce niveau-là, ça peut créer quelques tensions, mais qui ne vont pas jusqu'à la rupture. Et ce qu'on entend souvent, c'est tant que tu es heureuse, on le respecte, si c'est pas mon choix, mais si c'est ton choix, on va le respecter. Ce qui participe encore un petit peu de cette hypothèse que j'émets de cosmopolitisme dans la conversion à l'islam au Québec. Mais effectivement, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment, une fois qu'elles se sont converties, qu'elles ont adopté l'islam, quelles sont leurs interactions, leurs relations avec les musulmans de naissance. Et ce qu'on voit, c'est que la plupart des femmes qui se sont converties, une fois qu'elles se sont converties, vont chercher à se marier. Si possible avec un musulman de naissance. De toute façon avec un musulman, mais la plupart des femmes que j'ai rencontrées étaient avec des musulmans de naissance, c'est-à-dire peu d'entre elles étaient avec des hommes convertis eux-mêmes, parce que l'objectif sous-jacent ou la pensée sous-jacente, c'est d'être en contact avec quelqu'un qui connaît bien l'islam, qui parle l'arabe, donc la langue des sources scripturaires, et qui va donc leur permettre de mieux apprendre leur nouvelle religion. Et ce qu'on observe, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que parallèlement aux trajectoires de conversion, il existe aussi des trajectoires matrimoniales, que j'appelle matrimoniales, dans le sens où elles vont se marier avec un musulman de naissance, et finalement, elles vont trouver qu'il n'est pas assez musulman, dans le sens où il ne respecte pas vraiment les pratiques religieuses, il ne prie pas vraiment à heure fixe. Au niveau des pratiques vestimentaires, il se laisse un peu aller, parce que dans l'islam, les hommes aussi sont tenus à certaines pratiques de modestie vestimentaire, même si on le sait moins, même si c'est moins publicisé.
Et donc elles vont le trouver pas assez pratiquant. Et dans ces couples, ce qu'on observe, c'est vraiment des rapports de force, en fait, entre les femmes converties qui, elles, vont avoir une vision de l'islam tirée des sources, donc très cognitive, très rationnelle, et les hommes musulmans de naissance qui vont avoir une vision de l'islam beaucoup plus culturelle, parce que transmise davantage par le lignage, et donc un petit peu pervertie par la culture. Alors, ces deux visions de l'islam vont donner lieu à un espèce de conflit d'autorité par rapport à l'islam qui va se matérialiser autour de questions très concrètes comme le machisme des hommes. Les femmes vont dire, mais les hommes musulmans ne sont pas supposés être machistes. Le machisme, avant tout, c'est culturel. C'est marocain, c'est tunisien, c'est algérien, mais c'est pas dans l'islam. Donc, il y a beaucoup de conflits d'interprétation de l'islam qui, finalement, vont mener certaines femmes à des divorces et à un remariage avec un musulman très pratiquant selon la norme, selon très proche de la source scripturaire, d'une lecture littérale de la source. Est-ce que vous avez pu rencontrer des femmes converties depuis longtemps, oui, où cette foi des premiers temps du néophyte s'est un petit peu estompée? Oui, tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs, les converties elles-mêmes vont parler de convertitis, c'est-à-dire la maladie de la conversion, qui consiste à dire que quand on se convertit, on est très passionné, très enthousiaste, on va pratiquer au pied de la lettre, on va être très rigide et parfois même faire un peu pression sur les co-religionnaires pour que eux aussi soient assez rigides, et ce qui d'ailleurs est souvent assez mal perçu par les musulmans de naissance eux-mêmes, qui vont critiquer le fait que finalement les convertis donnent une vision très rigide de l'islam qui pourrait correspondre aux stéréotypes qui circulent sur l'islam. Donc là encore, il y a d'autres enjeux, d'autres rapports de pouvoir qui se dessinent. Mais effectivement, quand elles rentrent dans l'islam, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on observe dans toutes les formes de conversion pour toutes les religions, on veut vraiment être plus royaliste que le roi d'une certaine façon, et elles sont très rigides. Et effectivement, avec le temps, je pense quand elles prennent confiance aussi, quand elles se légitiment davantage dans leur nouvelle religion, elles font preuve d'un petit peu plus de souplesse. Effectivement, même si de façon générale, elles restent quand même plus strictes sur les principes religieux que les musulmans de naissance. Mais je pense que pour elles, le fait d'être très strictes sur les principes religieux est gage de leur légitimité dans la nouvelle religion. Il faut voir que quand on adopte une religion, il faut prouver que... être légitimé dans notre appartenance à cette nouvelle religion par le groupe d'accueil. Donc il faut leur montrer que oui, on sait ce que c'est que l'islam, oui, on est pratiquant, oui, on est digne d'appartenir au nouveau groupe. Nous remercions la professeure Géraldine Mossière et le public, et nous vous invitons à suivre les activités du Centre d'études des religions de l'Université de Montréal sur le site www.cerom.umontréal.ca.